et bienvenue à notre programme de communication stratégique Séné. Je suis Mademoiselle Sohawa, chargée de communication au Centre Séné d'études stratégiques. Eh bien, ce matin, nous sommes à Djogoni Mayablon, 6 à Badalabougou, SEMA 1, et nous avons comme invité le directeur exécutif du Centre Séné d'études stratégiques sur le co-entrepreneuriat, qui est tout juste là. Bonjour, monsieur. Bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je suis, comme vous l'avez dit, Abdelagnang, en plus d'être directeur exécutif du Centre Séné d'études stratégiques. Je sers aussi dans le directoire du réseau de coalition d'action citoyenne pour la défense du droit et des voies constitutionnelles, mais aussi de la coordination nationale de veille statistique citoyenne, son réseau. Je voulais m'arrêter à ce niveau, je suis économiste de formation. D'accord. Merci, monsieur Niter. Lors de votre conférence débat de mutualisation de connaissances entre les acteurs de la société civile et les acteurs politiques et la communauté des affaires avec comme modérateur l'ancien ministre Maître Moutagatal, qui s'est déroulé exactement le samedi 21 avril 2018 à la Maison de la Presse sur le thème « La réorganisation territoriale suivant la nouvelle architecture institutionnelle, conditions pour la présidentielle réussie ». Vous avez dit ces jours-là à l'opinion nationale et internationale que, je cite, « Si nous partons à l'élection présidentielle sans les élections régionales, les risques de disparition et de dislocation du Mali est très élevé. » Fin de citation. Partant de là, M. Nyanga, quel bilan faites-vous de l'après-élection présidentielle de 2018 sans les élections régionales? Quelques mois après, je pense qu'on peut dire avec beaucoup d'assurance que le Mali est vulnérable pour être sous l'Afrique et le printemps arabe. C'est-à-dire qu'une rupture dans le mandat du président élu en 2018, n'est-ce pas, sans que ce soit un coup d'État militaire, mais plutôt un changement épelé de façon claire dans le rapport spécial numéro 1 du Centre d'études stratégiques sur l'Afrique, c'est ça. Aujourd'hui, le Mali est sous un système de médiocre gouvernance. Sur le tableau ici, le pied 1, c'est le système de gouvernance. Et le Mali aujourd'hui, à cause du fait que l'élection présidentielle a eu lieu sans l'élection d'une vingtaine de gouverneurs ou de présidents de région, eh bien, on a aussi rompu avec le principe de leadership inclusif et partagé. Donc, ces deux, avec un programme de communication stratégique qui n'est plus approprié, qui n'est plus optimal, parce qu'ils sont dans la défensive tout le temps pour défendre le système de gouvernance, alors on dit que c'est médiocre, et ils veulent défendre le principe de leadership unique, alors qu'il doit être inclusif et il doit être partagé avec les régions. Donc, nous confirmons les résultats que le Mali est vulnérable à tout moment, et vous pouvez le constater que tous les jours, le Mali va vers une crise institutionnelle qui peut aboutir même à la désobéissance civile sans la bonne organisation et la méthode. C'est-à-dire en dehors du décès-bon pour être éventuellement une désobéissance civile avec risque de mort et un coup d'État militaire. Le Mali est beaucoup plus proche de ça. Alors que nous, dans notre approche, dans le rapport spécial, nous voulons la désobéissance civile suivant la bonne organisation et méthode, parce que simplement il y a eu système de mauvaise de médiocre gouvernance et il y a eu le type du principe de leadership inclusif et partagé. Notre fin au mandat de Ibn Bakar Keïta, non pas par un coup d'État militaire, par une désobéissance civile et militaire, mais par une désobéissance civile tout court. Voilà ce que j'ai à répondre sur cette question. D'accord, merci. Maintenant, dites-nous, quelle est la nécessité pour le Mali d'organiser les élections régionales aujourd'hui? Non, il n'y a aucune nécessité pour organiser les élections régionales. Le fait que nous avons rompu avec le principe de leadership inclusif et partagé au moment de l'élection présidentielle, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait l'élection pour les 20 ou 25 gouverneurs ou présidents de région. Je dis gouverneurs pour être clair dans le langage qui est utilisé à Djogoni Mayablon. Il devrait y avoir 20 à 25 gouverneurs de région. Ça n'a pas été fait. Et ça n'a pas été fait, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas 20 régions. Il y a 20 régions. Bougné est une région. Mais
si les élections législatives doivent se faire pour que Bougouni, qui était devenu une région, qui a célébré l'arrivée même du gouverneur avec un discours magnifique de la part du gouverneur, et qu'aujourd'hui, on dit, gouverneur, vous êtes sous le gouverneur de Sikasso. C'est pas possible. C'est une gouvernance administrative et politique médiocre. On ne devrait pas voir un tel spectacle, qu'un gouverneur soit assujetti à un autre gouverneur. Or, c'est ça que ça veut dire. Le gouverneur de Nyoro est assujetti aujourd'hui au gouverneur de Kaï. Cela n'est pas acceptable. Le gouverneur de Djoïla Siena, il y avait 11 nouvelles collectivités territoriales qui étaient érigées en régions. Eh bien, ces régions-là auraient dû avoir leur gouverneur élevé au niveau de l'exécutif réel de la région, dans les régions États-Unis du Mali. Bon, donc, si on persiste dans l'erreur, on fera des élections régionales, les élections législatives. Ce qu'on aurait dû faire, c'était de laisser l'Assemblée nationale mourir de sa belle mort. Elle est morte, elle est décédée, on l'a relevée. Elle est décédée encore, on l'a relevée. Maintenant, cette fois-ci, il faut le laisser mourir complètement. Et Ibrahim Boubacar Keïta agirait en ce moment, suivant l'ordonnance. Voilà notre position à Djouni Mayablo sur les élections législatives, qu'elles ne devraient pas avoir lieu dans des conditions actuelles de rupture du principe de leadership inclusif partagé entre les législateurs des différentes régions et éventuellement l'Assemblée nationale au sens du terme et les assemblées régionales, au moins 20 à 25 assemblées régionales. C'est ça le principe de leadership inclusif partagé. D'accord, M. Niang, maintenant, que pensez-vous des élections législatives de mars et avril 2020 au Mali? Bon, on ne se répète pas quand on répond les questions. C'est ça l'avantage de l'angle d'attaque. L'angle d'attaque que vous donnez maintenant me permet de dire que les élections législatives sont un danger pour le Mali. Je veux pour preuve que Bamako est la politique territoriale qui aura beaucoup plus de députés. Mais que l'élection dans une des politiques territoriales de Bamako, la commune D en particulier, est source de risque pour l'unité nationale, pour la cohésion sociale. Aujourd'hui, les familles fondatrices ont dit que si un candidat est candidat, il demande de se mobiliser pour ne pas voter pour ce candidat. C'est très grave. C'est très grave que les familles fondatrices qui sont une structure respectable, qui demain, s'il y a le Sénat, qui vont fournir pour le Sénat, se mobilisent pour dire qu'un candidat, et que lequel candidat, le député de leur région, de leur côté territorial actuel, est un garçon du président de la République du Mali. Il y a des choses où le député gagne. Dans quel cas l'appel des familles fondatrices n'a pas été entendu. Dans quel cas ils peuvent donner de la crédibilité, que leur parole ne porte plus. Quelle va être la réaction spontanée de cette partie de Bamako, qui est connue aussi pour la violence? Est-ce qu'ils ne vont pas se lever pour protester, pour aller à la désobéissance civile avec violence? Si le candidat pour lequel ils ont fait anti-campagne ne réussit pas à être élu député, alors que c'est le fils de la femme du président de la République, vous voyez quel est le risque d'approfondir la division qui existe entre nous, d'approfondir la crise institutionnelle. Ce n'est pas donc une élection simple d'élection qui va venir au mois de mars.
les élections prochaines ne sont pas une élection normale. Ibrahim Boubacar Keïta doit prendre avantage de ça pour ne pas avoir l'élection. En dehors de ça, si l'élection a lieu, eh bien, je peux vous garantir que le peuple malien aura une autre vision des hommes politiques. On a tout fait pour que l'EPM, les partis politiques, la coalition des partis politiques au pouvoir et la coalition des partis politiques dans l'opposition organisée, on a tout fait pour qu'ils enterrent la guerre, la hache de guerre après l'élection présidentielle. Ils ont refusé. Les familles fondatrices sont allées les voir, les imams sont allés les voir, la société civile est allée les voir, ils ont refusé. Et maintenant, ce sont ces deux-là qui sont maintenant dans des alliances contre nature pour chercher des postes de députation, pour avoir de l'argent, pour être dans la gestion, pour être dans la gouvernance administrative et politique du Mali. Ça veut dire que les députés, non, les hommes politiques n'ont aucun respect de la population citoyenne. Ça, c'est aussi une autre leçon qu'on peut tirer des élections à venir. D'accord. Maintenant, quel appel lancez-vous aux Maliens en ce qui concerne les élections législatives de mars et avril 2020 au Mali? Encore une fois de plus, c'est l'année d'attaque. Si l'élection devait avoir lieu, parce qu'à Djougouni Mayabdo, nous émettons des opinions, nous interpellons. C'est le rôle de la coalition d'action citoyenne devait satisfaire. La coalition nationale devait satisfaire d'interpeller. Nous interpellons pour qu'il n'y ait pas d'élection. Mais si l'élection devait avoir lieu, nous souhaiterions que toutes les collectivités territoriales, notamment Sikassoro, Koulikoro et Kaye en particulier, eh bien, soient des collectivités territoriales minières, votent en tant que collectivités territoriales minières, et donc demander que ce soit une exigence d'interpeller le gouvernement immédiatement après l'élection sur l'application de l'avenant du 20 juin 2015 annexé à l'entente internationale de Bamako du 15 mai 2015, qui a aussi comme annexe l'accord pour la paix et la réconciliation au niveau de la nation malienne. Cet avenant dit que la production de l'or dans leur communauté territoriale ou dans leur communauté de localité ne sortira pas le prélèvement d'un quota de 20 kg sur chaque 100 kg d'or. Eh bien, cela permet de réaffirmer la souveraineté économique du Mali sur une des ressources naturelles la plus importante, l'or rouge ou l'or jaune, dépendant de ce que les gens veulent, mais l'or tout court. Donc le Mali aura 45% de capacité de rétention de la production, et ce qui fera que le Mali devient un État dont la richesse est conforme à son niveau de développement humain, où la vallée qui existe ici, où on a un Mali qui produit de l'or très riche, un Mali qui est au bas de l'échelle de l'indice de développement humain, cette vallée va disparaître. En fait, des recherches menées au Centre sénégalais d'études stratégiques et qui ont fait l'objet de mutualisation de connaissances sur les sociétés multinationales en prise et les sociétés secrètes à ordre, déterminent aujourd'hui que ceux qui sont au pouvoir sont eux qui sont responsables de la crise sociale globale et sécurité dans laquelle se trouve le Mali. Le 4 août 1999, Ibrahim Boubacar Keïta, en tant que Premier ministre, est celui qui a signé un décret qui permet d'appliquer un permis d'exploitation de l'or qui est annexé au principe d'acquisition d'études de propriété des terres des païens et des infidèles, et qui est source de rupture de la paix. Et c'est pourquoi nous sommes en rupture de la paix. Donc, l'élection, si elle a lieu, et si elle est faite dans les conditions que nous avons définies, eh bien, apportera du bonheur aux Maliens. Et qu'est-ce qu'on fait? On va rebattre les cartes.
pour faire les élections au niveau des régions, avec les régions États-Unis du Mali. Donc, dépendant de comment ça va se faire, nous ne resterons pas passifs au niveau de John Mayablo. Nous influencerons les élections et en dehors de déplacer les élections, nous allons, dès que l'élection est faite aussi, influencer les législateurs. Je peux m'arrêter à ce niveau. D'accord. À défaut des élections législatives de mars et avril 2020 au Mali, pour terminer, que proposez-vous au président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta? Bon, je réaffirme que le président du Mali aurait dû écouter la population, aurait dû écouter même tout mon traitable que tu as évoqué en début de notre entretien, de ne pas avoir d'élection. Mais si l'élection a lieu, on souhaite, puisque son parti va être majoritaire, on souhaite qu'il prenne l'Assemblée régionale des régions États-Unis de l'Azawad comme étant un modèle. Parce que c'est elle qui a refusé de signer dans la dignité un accord qui leur a enlevé leur dignité, qui leur a enlevé leur souveraineté économique. Ils sont battus. Je dis, on ne signe pas, on ne signe que lorsque vous reconnaissez notre souveraineté économique sur la production de l'or en particulier. Il faut qu'il accepte de faciliter que l'Assemblée nationale soit vue à l'image de l'Assemblée régionale des régions des États-Unis. Une expression qui fait mal, mais c'est inévitable à utiliser. Et je m'arrête à ce niveau-là. D'accord. Votre mot de fin? Je dirais seulement aux Maliens que nous avons développé un programme d'urgence économique, monétaire, social, suivant un système de défense stratégique des nations, et qu'ils doivent espérer dans les 6 mois à venir du bonheur. Et qu'il ne faut jamais désespérer du Mali. Le Mali est un grand État. Il est monté, et tout ce qui monte descend. Il est descendu. Mais tout ce qui descend aussi, avec la détermination, il remonte. Et la remontée doit être faite de façon durable. Donc, croyez au Mali. Les morts que nous voyons maintenant sont dus aux dirigeants que nous avons. Les dirigeants que nous avons sont soumis à des sociétés secrètes à ordre qui travaillent suivant un modèle de développement de l'humanité. J'en veux pour preuve le président Macron. Il dit que les Nigériens ont plusieurs enfants et que ce n'est pas normal. Il faut arrêter. Donc, ce qui se passe dans la zone du Kurma qui couvre le Niger, l'un des pays où les femmes ont plus d'enfants que les partis en Afrique, c'est dans le cadre du développement de l'humanité. C'est un modèle. Et ce modèle est supporté par le capital bancaire supranational, en particulier la maison Rothschild, où la tête du serpent se trouve. Donc, ce qui était difficile, c'était de comprendre. Mais depuis le 4 août 1999, le Mali est entré sous emprise du capital bancaire supranational. Et le capital bancaire supranational, selon Daniel Mitterrand, la fondation Daniel Mitterrand, épouse du président Mitterrand, paix à leur âme, toutes les deux personnes, eh bien, a dit, le capital bancaire supranational ne nous permet pas même de respirer. Nous sommes en guerre économique permanente, avec des morts qui ne sont pas visibles. Mais malheureusement, dans le cas du Mali, les morts sont visibles de façon amère dans la région de l'État de Gourma. L'important est qu'aujourd'hui, nous savons le problème et que nous communiquons là-dessus. Et ce serait avec plaisir qu'à un de vos prochains numéros, qu'on consacre à la doctrine de la découverte chrétienne des ressources naturelles sur les principes d'acquisition du titre de propriété des païens et des infidèles pour édifier les auditeurs. Donc je vous remercie. D'accord, un grand merci à vous, cher professeur Abdoulaye Nianga.
Eh bien, chers auditeurs, ceci met fin à cette interview. Merci de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager la vidéo. À la prochaine.